Aujourd'hui, j'avais envie de faire les choses autrement, de m'exprimer sans artifice, sans images agressives, sans montage effréné. Simplement être là, avec vous. Laisser les pensées circuler librement, se croiser, parfois s'égarer. Voir si une idée, malgré des nuits entières passées à la façonner, peut encore trouver un écho, même dépouillée de tout apparat. C'est aussi une façon de prendre du recul par rapport aux règles que je me suis imposées sur cette chaîne. Parce qu'il faut être honnête, ces vidéos longues, peaufinées à l'extrême, demandent un temps et une énergie colossales. Et il arrive que le résultat ne corresponde pas à ce que j'espérais. Ça fait partie du jeu. On investit des heures à construire quelque chose et parfois l'algorithme reste impassible. Il efface tout d'un geste. Ce soir, j'avais simplement envie de parler calmement et de voir si vous êtes prêts à écouter sans rechercher en permanence une stimulation intense. Non pas que je vous reproche quoi que ce soit, au contraire, c'est plutôt moi que je questionne, pour avoir habitué vos esprits à cette escalade sensorielle. J'ai longtemps cru qu'une idée devait être sublimée par la forme pour toucher juste, mais peut-être que parfois, la forme doit s'effacer pour laisser place à une perception plus brute. Récemment, j'ai regardé un épisode de Rick et Morty qui m'a profondément marqué. Il aborde la peur de l'amour et, par extension, la peur du bonheur. Voici l'idée centrale. Avoir peur du bonheur, c'est ridicule. Tu es stupide, voilà pourquoi tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on devient méfiant. Le bonheur est un piège impitoyable, il ne peut pas durer éternellement. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin, c'est inévitable. Que ce soit une maladie longue et douloureuse, un accident brutal sur un sentier de randonnée, l'érosion progressive de deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus s'accorder, ou encore un inconnu, un soir, dans un bar, qui prononce exactement les bons mots au bon moment. En résumé, le bonheur finit toujours. Le scénario idéal, si on pousse la logique jusqu'au bout, serait de mourir pile au moment où il s'arrête. C'est glaçant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, oui. Le bonheur est une expérience éphémère, une montée émotionnelle qui finit inévitablement par retomber. Peu importe son intensité, il nous échappe. Et ce n'est ni une erreur, ni un problème moral ou philosophique, c'est biologique. Notre cerveau n'est pas conçu pour un état de félicité permanent. Son fonctionnement est simple, survivre d'abord, ressentir du plaisir ensuite. Un être humain continuellement heureux, satisfait, détendu, insouciant, n'aurait eu aucun avantage évolutif. Il n'aurait pas cherché à améliorer sa condition, à éviter les dangers, à accumuler des ressources ou à s'adapter. Il aurait disparu. Le cerveau humain est programmé pour vouloir toujours plus, pour ne jamais être totalement comblé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'adaptation hédonique. C'est une sorte de thermostat du bonheur. Lorsqu'on atteint quelque chose qui nous rend heureux, un rêve accompli, une promotion, une relation, une réussite financière, notre satisfaction grimpe en flèche. Mais après quelques semaines ou quelques mois, on s'y habitue. L'excitation s'estompe. Ce qui semblait exceptionnel devient banal. Alors on repart voir ailleurs, en quête d'un nouveau frisson, d'un nouvel objectif. Dans ce processus, une hormone joue un rôle clé, la dopamine. Contrairement à ce qu'on croit souvent, son rôle principal n'est pas le plaisir, mais l'anticipation, le désir. Elle nous motive à poursuivre ce qui pourrait nous satisfaire. Une fois l'objectif atteint, son niveau chute rapidement, nous laissant avec une impression de vide. C'est pour cela que le bonheur n'est jamais une destination finale, mais un état transitoire. On le poursuit sans relâche, mais chaque instant de joie est destiné à disparaître pour laisser place au suivant. L'amour fonctionne exactement selon le même principe. Il commence par une phase de passion intense, une euphorie alimentée par un cocktail de neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine, qui génère attachement, manque, exaltation. Mais biologiquement, le cerveau ne peut maintenir une telle intensité indéfiniment. Après quelques mois, cette phase s'apaise pour laisser place à quelque chose de plus stable. Et c'est universel. Lorsque cette transition s'opère, beaucoup interprètent cela comme la fin de l'amour. Ils confondent la disparition de la passion avec la disparition du sentiment. Mais ce n'est pas une extinction, c'est une transformation. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que le véritable amour doit toujours faire vibrer, qu'il doit ressembler à ce qu'on voit dans les films. Alors quand le frisson s'atténue, le doute s'installe. Suis-je encore amoureux ?
Et là encore, notre cerveau nous piège en nous faisant croire que ce que nous vivons n'est pas suffisant, qu'il existe ailleurs une version plus intense, plus excitante. C'est précisément cette peur qui nous pousse à fuir le bonheur au lieu de l'habiter. Rick, dans la série, incarne le cynisme absolu. Il a compris l'impermanence de toute chose, la fragilité de l'amour, l'inéluctabilité de la fin. Alors plutôt que de s'attacher, il sabote tout. Il se persuade qu'en ne ressentant rien, il ne pourra jamais souffrir. On retrouve souvent ce schéma chez les personnages porteurs d'un destin ou d'une mission, le refus de l'attachement comme mécanisme de protection, puisque tout peut s'effondrer à tout moment. Un autre exemple me vient en tête, Léon de Luc Besson. Léon rencontre Mathilda, une petite fille, et au départ, il refuse de créer un lien avec elle. Il ne veut pas s'attacher. Il cherche à se protéger. Il faut dire que Léon est un tueur à gages, mais je vous laisse découvrir le film. Ce que toutes ces histoires partagent, c'est une peur profonde de l'impermanence, une angoisse universelle. Faut-il aimer en sachant que l'amour finira ? Cette question m'est revenue en mémoire en repensant à un message reçu d'un abonné sur Instagram. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à chacun. Il m'a demandé « Avoir conscience de la réalité du monde, est-ce que ça ne donne pas envie de mourir ? Ce n'est pas trop lourd à porter ?» Je comprends ce qu'il veut dire. Voir la fragilité, l'absurdité, la précarité de tout, est-ce que ça ne gâche pas le goût de la vie ? À un moment, on se pose forcément la question. Quand on entre dans la lucidité, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Et là, un lien se crée. Rick parle de la peur de perdre ce qui rend heureux, mon abonné, lui, évoque l'angoisse de cette conscience même, mais il pense que ce sont les concepts philosophiques et le savoir qui provoquent ce mal-être. Or, on oublie souvent que c'est d'abord l'éveil de la lucidité, cet questionnement intérieur sur soi et sur le monde qui nous pousse à chercher des réponses. Et cet éveil ne nécessite pas forcément de lecture ou de connaissances académiques. C'est la quête de sens, face à un mal-être diffus, qui nous conduit ensuite vers la philosophie. Là où je le rejoins, c'est que chercher à comprendre apporte de nouvelles perspectives, mais ces perspectives ouvrent aussi d'autres portes derrière lesquelles se cachent des souffrances insoupçonnées. Si je regarde mon propre parcours, je pense que c'est toujours la douleur qui initie ce chemin, une douleur qu'on ne comprend pas. Alors on cherche. Pourquoi ? Et on s'imagine qu'une fois la douleur comprise, elle disparaîtra. Spoiler, non. Mais est-ce que cela donne envie de mourir ? Absolument pas. En avançant, on réalise que les certitudes s'effritent, remplacées par des paradoxes. Chaque réponse engendre de nouvelles questions. Plus on comprend, plus la complexité et l'absurde apparaissent. La connaissance devient parfois un poids, non pas parce qu'elle est néfaste, mais parce qu'elle ne met jamais fin à l'incertitude. Camus disait qu'il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Non pas pour provoquer, mais pour poser une question fondamentale. Si le monde est absurde, pourquoi continuer ? Dans le mythe de Sisyphe, il explique que l'absurde naît du décalage entre notre besoin de sens et l'indifférence du monde. Face à cela, 3 options. Se réfugier dans des croyances réformatrices, abandonner ou se révolter. Camus choisit la révolte, continuer malgré tout. Et c'est là que la question du bonheur réapparaît. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi nous souffrons, mais pourquoi nous avons si peur d'être heureux. Il existe même un mot pour ça, la kérophobie, la peur du bonheur. Je ne dirais pas que j'en souffre pleinement, mais je reconnais cette tendance à redouter la joie, à la saboter parfois, comme si le bonheur était un piège qui allait forcément se refermer. Tout le monde veut être heureux, mais tout le monde ne s'y autorise pas. Beaucoup sabotent inconsciemment ce qu'ils construisent. Le cerveau préfère la souffrance familière à une joie incertaine. L'anticipation de la perte, le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas mériter le bonheur, tout cela alimente un cercle vicieux. On aspire au bonheur, mais on redoute de s'y abandonner. Anticiper la douleur ne nous protège pas, cela la rend permanente. Au lieu de souffrir ponctuellement, on vit dans une anxiété constante. On ne vit jamais pleinement l'instant, obsédé par sa fin. Et pourtant, certains lucides embrassent leur bonheur, parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Sans impermanence, le bonheur perdrait sa valeur. Sans contraste, pas de lumière. Le bonheur et la souffrance ne sont pas opposés, mais complémentaires. Sans douleur, nous ne saurions même pas reconnaître la joie. Le stoïcisme nous l'enseigne, ce n'est pas l'évitement de la souffrance qui mène au bonheur, mais son acceptation. Nietzsche aussi avec l'amor fati, amour du destin, tout entier. Être lucide ne condamne pas à la mélancolie, au contraire. Savoir que tout peut s'arrêter rend chaque instant plus précieux. Rick, lui, choisit le cynisme.
Il se protège derrière une carapace de lucidité, mais cette protection l'isole et l'épuise. Rien n'est plus lourd qu'une vie sans abandon. Alors que faisons-nous ? Fuyons-nous le bonheur pour ne pas souffrir ou acceptons-nous sa fragilité pour mieux le vivre ? Être lucide ne devrait pas nous fermer au monde, mais nous inviter à aimer plus fort, à ressentir plus intensément. Parce que si tout est voué à disparaître, autant marquer l'instant de notre empreinte. Rick a choisi de saboter. Rien ne nous oblige à faire de même. On ne gagne rien à détruire ce qui pourrait nous rendre heureux, ce ni le regret d'avoir fui notre humanité. Merci d'avoir écouté ce premier long format. J'espère qu'il vous a touché. C'est probablement le début d'une longue série. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, laissez un commentaire ou un like, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion.